Alors, bonjour à tous, très heureux d'être en compagnie de François Soulier pour vous parler d'un sujet d'actualité qui est comment sécuriser une application d'IA, notamment générative. Alors, ce webinaire est destiné en priorité à des startups dans le domaine de l'IA. Alors, avant de commencer, on va se présenter très rapidement. Je suis Yann Bonnet, je suis le DG délégué du Campus Cyber et je suis accompagné, comme je le disais, de Françoise Soulier, qui est, Françoise, tu es une data scientist, tu es notamment copilote du GT d'IA du Campus Cyber et du Hub France IA. Tu es tombé dans la marmite de l'IA il y a 40 ans et tu as supervisé de nombreuses thèses en IA, notamment celle de Yann Lequin, rien que ça. Il y a prescription. Donc aujourd'hui, notre présentation elle va se dérouler en 4 parties. D'abord, si vous êtes une startup de l'IA, on va voir en quoi ce sujet de sécurisation de l'IA vous concerne. Ensuite, nous allons parler de cycle de vie d'un système d'IA. Et dans un troisième temps, Françoise, tu nous présenteras quelques scénarios d'attaque d'IA. Et enfin, nous allons parcourir assez rapidement les 35 recommandations que l'ANSSI, qui est l'Agence de cybersécurité de l'État, a fait à ce sujet récemment. Alors, cette présentation, comme on le disait, s'adresse à ce que nous avons appelé des startups d'IA. Alors, qu'est-ce qu'on entend par là? Si vous fabriquez des produits au sens logiciel ou applicatif, comprenant une composante d'IA ou un service qui comprend de tels produits, cette présentation vous concerne. Alors, il y a quelques questions à se poser. Est-ce que vous avez déjà pensé à la sécurité de votre produit ou service d'IA? Est-ce que vous savez ce que vous feriez si votre produit ou service est attaqué? Et cette question de l'attaque, c'est sûr qu'un jour, elle va se poser. Que ferez-vous si vos clients vous posent la question lorsqu'ils achètent votre produit et qu'ils vous posent la question de la sécurité? Ou que ferez-vous si les compagnies d'assurance vous posent la question de la sécurité de votre IA dans le cadre d'un contrat cyber souscrit par vos clients? C'est des questions qui se posent dès à présent et on va essayer d'y répondre avec vous. Alors ici, vous pouvez voir quelques chiffres qui proviennent du baromètre du CESIN, qui est membre du Campus Cyber. Alors on peut voir qu'on a 49% des entreprises qui sont touchées, qui ont déclaré être touchées par des attaques cyber. On a une menace qui est toujours élevée aujourd'hui. On a aussi 46% des entreprises qui déclarent avoir déployé de l'IA en interne. Et on voit que pourtant, on a 30% de ces entreprises qui n'ont pas encore intégré l'IA dans leur stratégie de sécurité. Donc, si vous faites partie de ces 30% des 46%, cette présentation s'adresse clairement à vous. Alors, rapidement, la sécurité de l'IA. Ce qu'on appelle les applications IA sont généralement protégées avec les mêmes procédures que les autres systèmes informatiques. Mais on va le voir, l'IA peut être attaquée comme les autres systèmes informatiques et en plus par d'autres techniques spécifiques. Ce qui fait que l'IA augmente clairement la surface d'exposition aux attaques. Et donc pour sécuriser l'IA, de plus en plus, on s'aperçoit qu'il va falloir développer des IA secure by design dès la conception et savoir se défendre contre ces attaques spécifiques à l'IA dont on va parler un peu plus par la suite. Alors, on le disait, l'ANSSI, qui est l'Agence de cybersécurité de l'État, a publié récemment, en avril 2024, un document avec 35 recommandations et nous vous invitons bien sûr à le lire et on va essayer de le vulgariser un peu dans le cadre de ce webinaire. Alors, pour faire cette présentation, on s'est appuyé aussi sur un autre document qui est un peu plus fourni, qui est celui du NIST, qui a été publié en début d'année, si je me souviens bien. Alors, Françoise, l'ANSSI parle de cycle de vie d'un système d'IA. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? De quoi parle-t-on exactement? Oui, alors, si tu restes quand même sur le slide avant une fraction de seconde, donc en gros, ce qu'il faut comprendre, c'est que en cyber, on protège essentiellement les applications qui sont en production. Donc, vous avez un système en production, vous essayez de le protéger. Mais l'IA, avant d'arriver à un système en production, il y a un certain nombre d'étapes, il y a essentiellement 3 phases dans lesquelles des attaques peuvent se produire. Donc la première phase, c'est l'entraînement du système, c'est-à-dire qu'on a des données qu'on va récupérer, c'est ce qu'on appelle les données d'entraînement, et ces données, on va les exploiter en faisant tourner un algorithme d'apprentissage, et ça va
être toute cette phase d'entraînement du système qu'il va falloir protéger, qui pour l'instant ne l'est pas, ou en tout cas pas de façon spécifique. Dans la deuxième partie, on va tester les résultats, on va déployer le système en question, et puis dans la troisième partie, maintenant c'est la vie de tous les jours, c'est-à-dire qu'il y a l'exploitation opérationnelle du système, et il vit sa vie tranquillement. Alors ces trois phases-là, il faut les protéger toutes les trois, c'est-à-dire, c'est la première recommandation de l'ANSSI, c'est qu'il faut absolument intégrer la sécurité dans toutes les phases du cycle de vie d'un système d'IA. Comme on sait, la sécurité, c'est le maillon le plus faible. Si vous protégez uniquement une des phases, on vous attaquera sur les deux autres forcément. Donc sur le slide suivant, on voit que ces trois phases du développement du système d'IA, ils correspondent aussi à des utilisateurs et des environnements techniques qui sont différents. En phase d'entraînement, essentiellement, c'est les data scientists qui font tourner leurs algorithmes de machine learning et ils travaillent dans un environnement spécifique, donc l'environnement de développement. Quand on passe en intégration et en déploiement, il y a encore les data scientists, mais ils sont en train de passer la main à l'IT pour déployer. Et là, on a un environnement, un CI/CD, dans lequel on va continuellement intégrer et déployer l'applicatif. Donc, un deuxième environnement. Et puis enfin, dans le troisième domaine, donc en exploitation, là, on a le client final, vous et moi, disons, qui peut être d'ailleurs un client interne ou un client externe à l'entreprise, qui va utiliser l'applicatif, et là, c'est un environnement de production à nouveau. Alors, puisqu'on a trois environnements différents et trois populations différentes, on se rend bien compte qu'il va falloir des mesures de sécurité différentes, et ces mesures, elles vont devoir toucher tous les composants du système IA, pas seulement le modèle, c'est-à-dire le programme informatique, mais aussi les données qu'on utilise pour soit alimenter le modèle en apprentissage, soit en évaluation, soit quand on va l'utiliser de façon en exploitation. Il faut aussi protéger les processus différents qu'on va utiliser. Donc, il y a un certain nombre de processus, aller chercher cette donnée, faire ci, etc. Tous ces processus, il faut également les protéger. Et puis, bien entendu, protéger les infrastructures, les accès au web, les accès au cloud, etc. Donc, ça, je dirais comme d'habitude. Alors, dans le slide suivant, on voit l'architecture d'un système d'IA avec ces trois parties, comme tu l'as expliqué, mais est-ce que tu peux un peu nous détailler ce beau schéma de l'ANSSI? Alors oui, le beau schéma de l'ANSSI, il a la particularité, c'est la chose importante, de faire bien apparaître ces trois entraînements et dans ces trois environnements, excusez-moi. Et là, vous voyez qu'il y a une chose importante, il y a ce qui se passe à l'intérieur de la boîte, là, c'est-à-dire le système interne, entre guillemets, et puis ce qui se passe dehors. Alors, dans la phase d'entraînement, typiquement, vous avez un développeur, ça va être probablement un data scientist, qui utilise des jeux de données d'entraînement, donc il va appeler ces données qui seront certainement en interne, mais il est possible qu'à un moment, il ait besoin d'aller chercher les données dans un réceptacle extérieur à travers Internet. Quand il se passe ça, évidemment, s'il y a une liaison vers l'extérieur, elle peut être attaquée. S'il y a des liaisons à l'intérieur aussi, ça peut être attaqué. C'est-à-dire que ces jeux de données d'entraînement eux-mêmes, même s'ils sont en interne, si un attaquant malicieux là, arrive à s'infiltrer dans le système, eh bien, il pourra aller accéder à ces données et faire des choses désagréables, comme on va voir plus tard. Donc, vous voyez que dans chacune des étapes, on a des tâches un peu différentes, mais il y a toujours cette même problématique de choses qui se passent à l'intérieur, donc avec des contraintes, enfin plutôt des propriétés de sécurité sans doute plus élevées, et puis des choses qui peuvent se passer à l'extérieur, dans le cloud ou dans des systèmes externes. Voilà. Okay, donc, du coup, en résumé, en fait, protéger un système d'IA, c'est protéger le système de production qui est déjà couvert par les process cyber classiques. C'est-à-dire lui, là, le dernier, aussi... là. Oui. Comment? C'est-à-dire lui, là, en fait, le dernier voilà. Petit modèle, le seul, voilà. Voilà, mais c'est aussi s'intéresser, comme tu disais, aux phases d'entraînement et aux phases de test et déploiement, avec des nouveaux aspects qu'on va un peu plus détailler, qui ne sont pas toujours dans les process classiques de protection cyber. Absolument. Alors, maintenant, justement, on va parler un peu plus des attaques sur l'IA. Alors, on le disait tout à l'heure, le NIST, qui est l'institut américain qui fait référence sur tout ce qui est standard et technologie,
a publié en janvier de cette année 2024 une liste d'attaques spécifiques contre l'IA. Alors, à la fois l'IA prédictive, qui reste très utilisée et où il y a énormément de cas d'usage, et l'IA générative, dont on parle beaucoup en ce moment. Alors, c'est ce qu'on appelle les attaques adversariales, donc qui visent à tromper un système d'IA. Ces attaques peuvent viser tous les composants, on l'a dit, d'un système d'IA, à la fois les données, les modèles, les process d'entraînement, de tests, de déploiement. Et c'est peut-être ce point qu'il faut bien comprendre. En fait, ces attaques ne visent pas uniquement l'application finale utilisée pour l'exploitation opérationnelle, mais toutes les phases en amont. Alors ensuite, est-ce que François, tu peux un peu nous expliquer ou nous en dire un peu plus sur le cadre mis en avant par le NIST? Oui, alors le NIST, ce qui est très intéressant dans son document, un petit document de 107 pages quand même, c'est qu'il propose une taxonomie, c'est-à-dire une description très structurée des attaques adversariales. Donc, il s'est donné 5 axes d'analyse et toutes les attaques sont définies, sont décrites selon ces attaques, ce qui permet en fait de les comparer, de les aligner et de savoir un petit peu de quoi on parle. Le premier axe, c'est le type d'IA. Alors, effectivement, IA prédictive ou IA générative. IA prédictive, c'est en gros 80-90% des applications IA qui sont déployées dans les entreprises aujourd'hui. Hein. Vous prenez un crédit, vous n'en prenez pas. Vous prenez un crédit, vous remboursez, vous ne remboursez pas, on vous recommande un livre, vous ne l'achetez pas, tout ça c'est l'IA prédictive. Prenez votre téléphone, c'en est bourré, il n'y a que ça. Et puis l'IA générative qui commence à sortir et que les entreprises commencent à déployer. En particulier, l'une des raisons, comme nous expliquait la personne de l'ANSSI qui a participé à la rédaction du document, c'est que l'IA générative commence à être déployée, en particulier dans les services de l'État. Et dans ce cadre-là, eh bien, en fait, il faut absolument protéger les solutions. Le deuxième axe d'analyse, c'est l'étape du cycle de vie, comme on vient de le voir, hein, trois étapes dans le cycle de vie, et le type d'attaque va être différent selon les différentes étapes du cycle. Ensuite, quels sont les objectifs de l'attaquant? Qu'est-ce qu'il veut dans la vie, cet attaquant? Donc, on montrera quelques exemples. Quatrième axe, c'est les capacités de l'attaquant, c'est-à-dire qu'est-ce que l'attaquant est capable de faire. Et enfin, quelle est la connaissance de l'attaquant? Alors, on parle souvent de white box, black box. Est-ce que l'attaquant sait tout du processus d'apprentissage? Il sait que vous êtes en train d'utiliser un transformer de telle structure avec telle architecture, etc. Et donc, ça va être plus facile, entre guillemets, d'aller perturber l'algorithme en question, ou bien il ne sait rien, black box, et il faut qu'il attaque sans savoir ce qu'il y a derrière. Donc, tout ça, c'est très intéressant parce que ça nous donne une bonne structure. En plus, NIST fournit quelques méthodes de remédiation ou d'atténuation des conséquences. Et aussi, je trouve très passionnant tous les problèmes ouverts. Donc, il est important de comprendre ce qu'il est possible de faire, mais aussi de se rendre compte qu'il y a encore des situations où on ne sait pas bien résoudre la crise, en fait. Oui, alors voilà. Ouais, est-ce que tu peux nous décrire un peu plus, du coup, les attaques telles que décrites sur l'IA prédictive? Oui, alors, NIST propose un schéma que vous voyez là à droite, donc avec ici 3 grosses bulles, comme vous les voyez, et les objectifs de l'attaquant sont au centre des bulles. Donc, le premier objectif, c'est availability, c'est-à-dire la rupture de disponibilité. Si on empêche, si on bloque en fait la disponibilité du système. Le deuxième, si on viole son intégrité. Et le troisième, si on compromet la confidentialité. Donc ça, c'est les objectifs de l'attaquant. On verra que pour l'IA générative, il y en a un peu plus. Donc 3 en IA prédictive. Les classes d'attaque, c'est ce qu'il y a écrit ici, par exemple. Donc évasion, c'est une classe d'attaque. Poisoning, target poisoning, etc. Donc, on a essentiellement, on va dire, des empoisonnements, on appelle ça, surtout en phase d'entraînement, et en phase d'exploitation, de l'évasion ou de l'attaque de confidentialité, ce qui est très important en particulier quand on pense à RGPD. Le troisième grand axe, c'est ce qu'on appelle les capacités, c'est-à-dire de quelle capacité est-ce que l'attaquant doit disposer, donc c'est les petites choses là dans cette cercle gris, de quelle capacité l'attaquant doit disposer pour pouvoir perpétrer son attaque. Donc il y a le contrôle des données, soit en entraînement, soit en test, ou bien sur l'étiquette des données. Il peut
vouloir contrôler le modèle lui-même, contrôler le code source ou accéder carrément à la requête que vous allez faire. En classification, par exemple, vous voulez reconnaître un message qui est du spam ou versus un qui n'en est pas, eh bien, on veut pouvoir accéder à votre requête qui est « voilà le message, dis-moi quelle est l'étiquette ». Dans le cas de l'IA générative, la même histoire avec un truc en plus qui s'appelle « abuse », en anglais, qui est en gros le mauvais usage, par exemple, la diffusion de discours haineux. Donc là, les classes d'attaque vont comprendre un bon nombre de choses du même genre, avec quelque chose en plus de très particulier à l'IA générative pour le texte, ici c'est beaucoup pour le texte, qui est la manipulation des prompts. Vous faites un prompt, ça part vers le système d'IA générative et vous vous attendez à ce qu'il y ait une réponse. Donc, vous voyez qu'on peut très bien manipuler les prompts, comme on va le voir, et obtenir des réponses qui sont complètement délirantes. Une chose de plus pour l'IA générative pour le texte, c'est que le cycle de vie contient toujours un entraînement, mais ici avec 2 étapes. Ce qu'on a l'habitude d'appeler le pre-training, typiquement OpenAI a pré-entraîné ChatGPT, ou Meta a entraîné Llama, et vous pouvez charger, par exemple, Llama et le fine-tuner sur vos données à vous. Autrement dit, on a un entraînement qui va être fait en 2 étapes, un pré-entraînement par le fournisseur de la technologie et un fine-tuning par vous, si vous voulez donner une solution particulière pour l'entreprise. Il y a également, en exploitation, il y a également un mode qu'on appelle le RAG, un Retrieval Augmented Generation, qui va poser des problèmes supplémentaires parce qu'en fait, on a des moyens d'attaquer supplémentaires, comme on va le voir. Donc, des choses en plus pour l'IA générative. Okay. Très clair. Donc, on voit qu'il y a plein de types d'attaques. Il y a quelques pistes de mitigation ou d'atténuation, comme tu le rappelais. Et on voit aussi qu'il y a plein de problèmes ouverts. Alors, parmi ces problèmes ouverts qu'on n'arrive pas encore à trop résoudre, on ne sait pas détecter si un modèle est attaqué, par exemple. On ne sait pas évaluer si un modèle est robuste aux attaques de type empoisonnement, par exemple. On ne sait pas aussi si les pistes de mitigation sont en fait peu nombreuses par rapport au nombre de types d'attaques. Alors, on voit aussi qu'on a un certain nombre de librairies open source d'attaques qui intéressent énormément les attaquants. Alors, tout ça montre que on a une défense qui reste assez difficile et qu'il est très important de penser la sécurité dès la conception d'un système d'IA, et donc ce qu'on appelle la security by design. Tout à fait. Alors, on le disait, l'ANSSI a publié 35 recommandations récemment pour sécuriser les systèmes d'IA génératives. Au passage, hein, ces recommandations, elles sont valables très souvent aussi pour l'IA prédictive. Ces recommandations, en fait, elles sont assez complètes et elles complètent plutôt des recommandations classiques. Et donc, on peut voir, elles sont structurées. Il y a des recommandations générales, plus spécifiques à la phase d'entraînement, à la phase d'évaluation, aux différentes phases. Quelques cas pour les cas de génération de code assisté par l'IA, aussi des recommandations spécifiques au cas de services d'IA pour le grand public exposés sur Internet, et des cas d'utilisation de solutions d'IA génératives tierces. Alors, Françoise, on va essayer de les balayer rapidement pour voir celles qu'on peut retenir en... Alors, il y a comme tu viens de le dire, Yann, il y a en fait un certain nombre de paquets, elles sont organisées par paquets. Le premier paquet, c'est les recommandations générales. Donc là, il y en a 17, hein, il y en a 35 en tout, je vous rappelle, donc la moitié, c'est des recommandations très générales. Alors, je ne vais pas les décrire toutes, mais je vais faire un petit zoom. La première, on l'a dit, intégrer la sécurité dans toutes les phases du cycle de vie. Ben oui, évidemment, il ne faut pas se focaliser sur une seule phase du cycle de vie, il faut bien couvrir tout. Le deuxième, c'est de toujours faire une analyse de risque sur les systèmes d'IA. On voit bien que si un système d'IA comporte des risques extrêmement graves, on va devoir chercher à le protéger d'autant plus. Donc, il faut être très clair sur le niveau de risque du système. Le troisième, c'est le niveau de confiance des bibliothèques. Alors, vous savez tous
que tous les data scientists utilisent aujourd'hui des librairies open source. Pour ça, ils vont sur Internet, ils récupèrent la dernière version de la librairie open source et ils y vont. Si par hasard, cette librairie open source a été, disons, modifiée par un attaquant, eh bien, il va introduire dans son modèle directement les choses qui ont été implantées dans la bibliothèque par l'attaquant. Les entreprises, les grandes entreprises en particulier, qu'est-ce qu'elles font? Elles interdisent aux data scientists d'aller chercher lui-même la librairie sur Internet. Il charge, le service informatique va charger la librairie en interne, va l'analyser, la nettoyer, s'assurer qu'il n'y a aucun bug, qu'il n'y a rien et que tout est propre. Et c'est sur la librairie en interne que l'utilisateur pourra aller taper. Alors, les data scientists ne sont pas très contents parce qu'ils disent qu'ils n'ont pas la dernière version de la librairie, peut-être, mais ils sont sûrs qu'il n'y a pas de choses sales dans la librairie. Donc ça, c'est vraiment très, très important de ne jamais faire confiance à une bibliothèque qu'on ramasse sur Internet qui peut être polluée ou empoisonnée de n'importe quelle façon. Même chose pour les données, pour les sources de données externes. Très souvent, dans des modèles d'IA, on va aller chercher des données à l'extérieur. Bah, pareil, ça peut être empoisonné. Faites attention. C'est très facile d'empoisonner massivement des sources de données qu'ensuite les gens vont utiliser. Et là, le poison se répand partout. Donc, faites très attention. Il y a bien entendu tous les principes de DevSecOps classiques de la cyber qu'il faut évidemment mettre en œuvre. Je vais sauter. Ah, il y a celle-là que j'aime bien, la R12. Je vous donne mon top 5, à moi qui me plaît bien. La R12, cloisonner chaque phase, c'est-à-dire qu'enfermer chacune des phases du cycle de vie dans un bocal, de façon à ce qu'il n'y ait pas communication de l'un à l'autre, autrement que contrôlé par vous et supervisé par vous, pour que s'il y a une attaque qui s'est produite dans l'environnement d'entraînement, il faut absolument que vous soyez capable de la contenir, entre guillemets, dans son environnement et de pas de la transmettre. Donc, faites attention à ça. Ça, c'est la première chose. Ensuite, phase par phase, il y a les recommandations de ce qu'il faut faire en phase d'entraînement. Donc, ici, par exemple, on est sur la première phase de production du système. On va entraîner le modèle uniquement avec des données, évidemment, légitimement accessibles. Si on dit ça à OpenAI, c'est un peu gênant puisqu'ils ont raflé toutes les données sur le web. Ce n'est pas toujours fait, mais il y a intérêt malgré tout à faire cela. Parce que vous vous protégez contre les attaques aux droits d'auteur, etc. Mais surtout parce que les sources de données que vous allez utiliser, vous les vérifiez, vous les contrôlez, vous faites en sorte qu'elles soient propres. Donc, vous protégez en intégrité les données du modèle. Vous faites également attention à protéger les fichiers du système, c'est-à-dire tous les fichiers, le fichier final du modèle, bien sûr, mais les fichiers intermédiaires éventuellement, c'est-à-dire les batchs d'apprentissage, tous ces fichiers sont protégés contre les attaques. Et le dernier point, c'est quelque chose que les gens de l'IA n'aiment pas beaucoup, c'est d'interdire le réentraînement du modèle d'IA. On sait tous qu'un modèle d'IA, une fois qu'on l'a mis en production, eh ben, il va vivre sa vie, il va probablement petit à petit dégénérer, et la tendance est très grande, ou la tentation est très grande, de réentraîner le modèle pour toujours qu'il soit up-to-date, si on peut dire en français. Ça, il ne faut pas, parce que si vous automatisez quelque chose, eh bien, vous pouvez automatiser une attaque qui a été introduite. La phase suivante, sur la phase d'évaluation et déploiement, sécuriser la chaîne de déploiement et surtout essayer, avant de lâcher votre système live, avant de le mettre complètement en déploiement, prévoyez des audits de sécurité à toutes les étapes. Prévoyez des audits de sécurité sur votre application en production, des données, du modèle, des infrastructures, de façon à tout ce que se passe bien, et faites en sorte de faire ça avec des tests fonctionnels avec les gens du métier, pour être sûr que ce que vous mettez en production, c'est bien conforme à ce que les gens du métier voulaient. Le point suivant, donc une fois que le système est en production, maintenant vous avez un client, par exemple un client externe qui va utiliser votre application, il faut que vous fassiez attention aux entrées et sorties des utilisateurs, puisqu'un utilisateur, ça peut être quelqu'un de méchant malgré tout, donc il faut faire attention. Vous devez, autant que possible, limiter les actions automatiques, puisque si une action est automatique avec personne dans la boucle, si par hasard l'action
a été pollué par un attaquant extérieur, bien vous allez automatiquement lancer et relancer l'attaque. Donc faites très attention aux actions automatiques et essayez de l'éviter. Bon, cloisonner, on l'a dit. Et le dernier point, journaliser est important. Vous savez qu'il va y avoir les IACT. Les IACT va vous demander de journaliser, d'assurer la transparence, la traçabilité de tout ce que vous faites pour réaliser votre système d'IA. Si vous journalisez, donc si vous appliquez la R29, là, la recommandation 29, eh bien en fait, vous faites un pas dans le sens de la conformité à les IACT. Donc ça, c'est bon. Les étapes suivantes, c'est des cas particuliers. Donc, il y a 3 cas particuliers. Soit vous générez du code, soit vous ouvrez votre service sur Internet au grand public, soit vous utilisez des solutions d'IA générative tierces. Quand vous générez du code, évidemment, vous contrôlez systématiquement le code généré parce que c'est trop facile. Si ça a été perturbé par un attaquant, vous allez avoir un code, si vous le déployez automatiquement, il est pourri, bah vous le déployez automatiquement du code pourri, évidemment. Donc, durcir les mesures de sécurité quand c'est sur Internet, c'est des choses de bon sens. Et faire très attention quand vous utilisez, par exemple, ChatGPT ou des outils de ce genre, faites attention que si vous utilisez ça pour un usage professionnel et qu'il y a des données sensibles, vous pouvez avoir des problèmes si par hasard il y a une exfiltration de ces données. Dans ce cas-là, vous êtes doublement fautif puisque vous allez exposer des données personnelles, ce qui n'est jamais une très bonne chose. Voilà. C'est clair. Alors maintenant. En conclusion, tu avais d'autres points, Françoise, non, c'est bon? Non, vas-y, c'est bon. En conclusion, vous l'avez compris, si vous êtes une start-up de l'IA, la sécurité de l'IA, en fait, vous concerne. Alors, c'est extrêmement important de mettre en place les recommandations de l'ANSSI. C'est important de s'informer aussi sur les types d'attaques possibles et aussi de se prémunir contre ces attaques les plus courantes. Et si vous souhaitez en savoir plus, n'hésitez pas à nous contacter à travers le mail contact@cibia.eu. Cibia, c'est un dispositif, c'est un consortium d'acteurs publics et privés qui est coordonné par le campus cyber, qui est financé par l'Union européenne et par la région Île-de-France et qui est là pour accompagner des startups, des PME, des collectivités sur ces sujets. Donc encore un grand merci Françoise à toi de nous avoir éclairé sur ces sujets et bonne journée à tous. On fera régulièrement des points de ce type. Merci. Jade, un petit compliment. Oui. Le programme Cibia pour les PME Île-de-France est gratuit. C'est un détail qui ne l'est pas. Effectivement, on a la chance d'avoir un beau financement qui est sans reste à charge pour les premières phases des PME. Donc, n'hésitez pas à nous contacter. cibia.eu. Voilà. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci.